Hello à tous, je suis Éléonore Vigneron et je suis ravie de vous accueillir sur Rayonnante. Dans ce podcast, je pars à la rencontre de personnalités inspirantes qui rythment l'actualité ou l'innovation à Nantes et dans la région. Ensemble, nous discutons de leur parcours de vie, de l'origine de leurs projets et de leur vision de l'entrepreneuriat nantais. Rayonnante, un podcast original à écouter quand vous le voulez sur toutes vos plateformes de podcast. Bienvenue dans ce hors-série de Rayonnante. Un reportage qui sera consacré au Fashion Green Days, organisé par l'association Fashion Green Hub, en partenariat avec la Samoa, Nantes-Saint-Nazaire Développement, Nantes Métropole et la région. Cet événement, qui a eu lieu pour la première fois à Nantes les 16 et 17 novembre dernier, a rassemblé pas moins de 700 participants. Pendant 2 jours, nous avons célébré la mode désirable d'aujourd'hui, en découvrant sa richesse locale, son savoir-faire et ses dernières innovations pour imaginer celle de demain. Un thème, recréons la mode, qui illustre parfaitement l'ADN de cette ville qui se transforme pour un changement plus durable. Alors tenez-vous prêts parce que durant 4 épisodes, je vous propose de vous faire vivre l'événement comme si vous y étiez. Chaque année, plus de 800 000 tonnes de vêtements sont mis sur le marché, ce qui fait de l'industrie de la mode la 6e industrie la plus polluante au monde. La mode doit se régénérer, se réinventer. Et naturellement se pose la question de trouver des solutions pour chercher à prolonger la durée de vie de ces vêtements. Parce que plus on fait durer le vêtement, plus on réduit son empreinte carbone. C'est toute une nouvelle économie qui émerge, celle de l'upcycling, de la réutilisation, du recyclage. Dans cet épisode, vous entendrez des entrepreneurs et intrapreneurs sur les sujets de valorisation des textiles en fin de vie. Je vous propose dans un premier temps de nous intéresser au marché de la seconde main. Alors qui sont les nouveaux acteurs qui font bouger les lignes ? Découvrons la marque récemment implantée à Nantes, La Virgule, avec Maxime Labat, l'un de ses 3 fondateurs. J'étais donc en équipe de France de planche à voile en jeune. J'étais en préparation olympique pour les JO de Rio en 2016 et j'ai aussi fait les Jeux olympiques des moins de 20 ans à Singapour en 2010. Donc j'ai vraiment beaucoup navigué aux 4 coins du monde. J'ai été le premier, je pense que quand on fait des sports de nature, en fait, on est un peu les premiers témoins de la pollution environnementale parce qu'on passe notre temps dans la nature. Mais paradoxalement, je me rendais compte qu'à la fin des régates, si j'avais un trou dans ma voile, je la prenais, je la roulais, je la mettais dans une poubelle. Et je me disais, il y a forcément une poubelle magique qui va recycler tout ça. Et non, pas du tout. Ça a beau être des matières incroyables en termes de technicité, il n'y a aucune solution. Donc c'est vraiment ça le constat de base. Et c'est pour ça qu'on a créé La Virgule. C'est pour donner une seconde vie à toutes ces matières qui sont extrêmement techniques et qui apportent énormément de valeur dans le produit final. Si je prends ce sac à dos, c'est un sac qui est fabriqué à partir de différents équipements de sport. La matière principale que vous voyez ici, c'est de la toile de Zodiac, donc les bateaux à moteur. Les bretelles, elles sont faites avec des ceintures de sécurité de voiture qu'on vient couper dans les casses directement. Le système de fermeture, c'est des cordes d'escalade. Et si vous ouvrez le sac à l'intérieur, vous allez retrouver des ailes de kitesurf pour faire toutes les poches. Donc on arrive à faire un sac qui est fait 100% upcyclé en Europe. Donc on est une des seules marques à produire aussi des sacs en Europe. Tous les sacs sont faits en général en Asie. Des sacs à dos, en tout cas sur des sacs techniques, à partir de matières qui étaient censées être détruites. Camille Brinjekel, créatrice de la marque Second Shoe. Notre objectif, c'est de pouvoir remplacer les achats entre guillemets made in China par des produits upcyclés au sein même de l'entreprise. Donc voilà, quand on travaille avec des entreprises, on réfléchit à la définition de leurs besoins, on les accompagne dessus. On met à disposition notre réseau d'ateliers puisque du coup, la précédente expérience en prêt-à-porter nous permet d'avoir plusieurs ateliers partenaires. On les accompagne sur des chiffres détaillés sur l'impact de cette production upcyclée. Et pour vous donner donc un exemple très concret, aujourd'hui on travaille sur une expérimentation avec la Sémitane. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'opérateur de transport en commun de Nantes, pour revaloriser leur polo à travers des housses de siège pour leurs chauffeurs. Alors l'idée comme ça semble particulière, mais en fait c'est un vrai besoin exprimé de la part des chauffeurs d'avoir une protection sur leur siège. Et comme les polos étaient arrivés en fin de vie, voilà, la boucle est bouclée. Quelles sont les initiatives qui facilitent l'achat et la vente de vêtements de seconde main ? Écoutons Simon Perronneau, cofondateur de Losange, la première solution d'industrialisation de l'upcycling et de réutilisation des matériaux. On permet en fait à nos clients, événements, collectivités, grands groupes, marques de prêt-à-porter, haut de gamme, luxe, milieu de gamme, de passer à l'upcycling sans considérer la découpe comme une contrainte. Ça fait 3 ans qu'on travaille sur des sujets d'upcycling. En moyenne, le coût de la coupe en upcycling, ça représente 50 à 65% du prix final d'un produit upcyclé, ce qui n'est pas normal quand on sait que sur de la production traditionnelle,
Ce prix-là, il est bien en dessous de 5-10%. Mais le sujet du passage à l'échelle, pour les marques, il se faisait aussi par une logique économique. C'est vrai que l'upcycling, c'est écologique, on l'a expliqué, c'est aussi stratégique parce que ça permet à des marques, à des groupes de revaloriser des textiles qu'ils possèdent déjà. C'est aussi stratégique d'une certaine manière pour ces marques-là puisqu'elles se conforment aux législations qui rentrent en vigueur en France et aussi à l'échelle européenne avec des dispositifs de ce mois de juin qui passent aussi petit à petit. Aussi de se mettre en accord avec les scorings environnementaux qui arrivent très bientôt. Et le sujet d'upcycling, il est naturel quand on pense scoring environnemental, impact écologique, stratégie aussi de storytelling potentiellement. Mais il y avait une logique économique qui bloquait. Et cette logique économique, en fait, elle provenait essentiellement de la phase de découpe. Et cette phase de découpe, une fois automatisée, elle nous permet de proposer à des clients des tarifs finalement qu'ils auraient retrouvés dans la production traditionnelle. Aujourd'hui, on a une quinzaine de clients depuis 6 mois qui sont passés par nos services et on a pu revaloriser déjà 20 tonnes de produits finis, de vêtements, et produits à peu près 50 000 produits upcyclés grâce à cette automatisation de la découpe. Existe-t-il des collaborations entre des marques de mode et des organisations dont le cœur de business est la seconde main ? Maxime Labat, cofondateur de La Virgule. Nous, par exemple, on travaille en direct avec les marques du sport et de l'outdoor. Un de nos partenaires principaux, c'est Patagonia aujourd'hui. On bosse avec The North Face, avec Eliensen, avec toutes ces marques en fait, qui font des produits incroyables, mais qui ne savent pas vraiment comment gérer cette partie fin de vie. Et donc, on est obligé de s'inscrire en fait, dans ces écosystèmes de transfert des matières pour qu'ensuite elles puissent être découpées. Et ensuite, cette matière doit être lavée, préparée, mise sur palette pour ensuite être emmenée dans des ateliers de confection. Donc là, nous, on va produire en France ou au Portugal ou en Allemagne si on va faire des sacs étanches, par exemple. On va vraiment choisir l'atelier en fonction du produit final qu'on veut avoir, tout en ayant en tête que la qualité du produit fini est extrêmement importante parce que faire de l'éco-conception en amont, c'est très bien, mais avoir un produit qui dure 3 mois, ça n'a aucun sens. Donc il faut créer des produits qui vont durer 20 ans, 30 ans et qui soient réparables à vie pour qu'on ait vraiment un impact énorme. On retrouve Elisabeth Pérez-Sénécaille qui parle de la collaboration entre IKKS et la plateforme Smala. Très clairement, c'est un autre métier, comme tu disais. On s'est dit qu'on avait besoin de se faire aider sur ce sujet-là. Et là, localement, on a Smala et on les a rencontrés très rapidement. Et pour elles, c'était intéressant de collaborer avec nous puisque moi j'étais très surprise. La première fois on a été les rencontrer, il y avait un énorme local avec, je crois, plus de 100 000 références. Et quand je lui ai demandé combien de temps en fait là pour tout ça, elle m'a dit il y a 3 semaines de vente là. Tous les 3 semaines, son entrepôt se renouvelait tellement en fait, il y avait une appétence en fait sur la seconde main au niveau de l'enfant. Et on a très vite commencé à discuter ensemble sur comment travailler ensemble. Elle a besoin de gisements, comme elle dit, en fait, un besoin de produits. Ouais. Et puis nous, on a besoin en fait d'un savoir-faire parce que effectivement, ce qui a été dit tout à l'heure, la seconde main, c'est beaucoup de logistique. Et du coup, en fait, de travailler avec quelqu'un qui a déjà éprouvé tous les systèmes, la collecte, comment renvoyer, le colissimo, etc., comment on traite ça, etc., comment on remet ça en vente, c'était franchement un atout en fait dans notre choix. Dans le principe, en fait, nous on va collecter le produit. Une fois que le produit est collecté, il va être mis en vente et sur le site Smala et sur le site IKKS. S'il est vendu sur le site IKKS, elle nous verse une commission. Si en fait il est vendu sur nous, donc nous on a la vente. Et donc on la paye juste en fait de la partie logistique en fait du service qu'elle aura fourni. Et alors comment une entreprise plus traditionnelle peut faire pivoter son business model ? Élise Ceccomarini, chef de projet RSE pour Auchan. Petit à petit, parce qu'on ne transforme pas une entreprise aussi grande d'un coup, mais qui a commencé à faire pivoter son business model, en tout cas en textile, à partir de 2019. Il y avait donc ce souhait de se lancer sur la seconde main, et on a eu une chouette opportunité de rencontrer une start-up qui nous a proposé de implanter des corners de seconde main dans nos hypermarchés. Donc ça paraît un peu fou à l'époque, on était les premiers à le faire. On s'est lancé, alors en février 2020, mauvais timing, vous me direz, avec le Covid. Néanmoins, on s'est lancé et on a réussi à déployer dans 113, pour être précise, hypermarchés, une offre de seconde main, donc qui est principalement textile, sur de l'homme, de l'enfant, de la femme et du bébé, et qui nous permet en fait de pouvoir tester l'appétence de nos clients, aller aussi se positionner sur un marché dans lequel on veut pivoter
pivoté demain. On a réussi dès le démarrage avec eux à lancer un programme de collecte auprès de nos clients, donc pour à la fois récupérer le gisement, eux se charger d'en faire le tri, la catégorisation, et nous permettait de leur passer des commandes selon nos process habituels, d'avoir un réapprovisionnement automatisé. On recevait finalement des produits qui étaient étiquetés. Et donc nous, ce qu'on avait à faire, c'est ce qu'on sait faire de mieux, les mettre en rayon et les vendre. Et donc c'est vrai que ça a bien fonctionné entre nous, puisqu'on était complémentaires sur nos savoir-faire, et on n'a pas souhaité chez Auchan, en tout cas au démarrage, se lancer sur des métiers qu'on ne connaissait pas. On est sur un modèle d'achat-revente, donc on supporte les stocks aujourd'hui chez Auchan de seconde main. On les fait livrer et transiter par des plateformes logistiques finalement qu'on utilise déjà pour le reste de nos produits. Et donc nous, ce qu'on a souhaité faire finalement, c'était d'aller mutualiser les flux existants, de les massifier pour gagner en efficience. Quels sont les principaux défis auxquels les acteurs de la mode de seconde main sont confrontés ? Notre défi principal, c'est de faire des produits qui soient vraiment qualitatifs. Je pense que tout passe par là. La désirabilité du produit final, elle est extrêmement importante. Donc tous les jours, on va travailler à avoir les meilleurs produits et les plus écologiques sur le marché. Ensuite, évidemment, nous, on travaille dans cet écosystème, donc ça va être continuer à aller creuser les partenariats, aller plus loin, aller chercher encore plus de matières. Nous, on a un enjeu sur la formation, au-delà du fait, dans la formation, dans les métiers de couture, c'est vrai que l'upcycling, c'est pas toujours quelque chose de naturel. De plus en plus, on a la chance d'avoir un bac pro métier de la mode à Nevers et du coup, on a forcé pour que les programmes des prochaines années soient orientés sur l'upcycling puisqu'on reçoit beaucoup de jeunes stagiaires chez nous. La première chose, c'est d'aller expliquer aussi quelle est la différence entre un produit reconditionné. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une garantie ? Est-ce que ça a été vérifié ? Surtout quand on parle de produits dans lesquels on a des enjeux sécuritaires. Donc ça peut être le cas effectivement sur de l'électroménager. Donc avant tout, c'est aussi de savoir passer le message en interne à nos conseillers de vente, à nos employés dans les magasins, pour qu'eux puissent être la voix de ça auprès de nos clients, de savoir l'expliquer finalement aux clients en quoi c'est différent, en quoi c'est plus vertueux, en quoi ça vaut le coup finalement d'acheter ces produits qui sont issus de l'économie circulaire. Depuis la loi AGEC qui interdit de détruire les stocks d'invendus, l'industrie de la mode a dû trouver des débouchés. La réparation est une pratique qui retrouve un véritable engouement aujourd'hui. Pour en parler, Elsa Chassagnette, la responsable du fonds réparation chez Refashion, l'éco-organisme qui collecte et redistribue l'éco-contribution versée par toutes les marques qui vendent des vêtements ou des chaussures en France. On a d'abord fait une étude avec l'Institut Kantar en juillet 2022 qui nous a mis en avant plusieurs choses sur les freins liés à la réparation. Il y avait le frein financier, effectivement, et c'est pour ça que le bonus réparation est né. Ça, c'est ce que les pouvoirs publics nous demandaient. Mais ce n'était pas le seul frein à la réparation. Il y avait aussi, vraiment à égalité avec l'aspect financier, il y avait la méconnaissance du réseau de réparateurs. On ne sait pas aujourd'hui où faire réparer nos vêtements. Et puis, il y avait une méconnaissance des savoir-faire, une tendance à croire qu'on a des produits jetables. Si on prend la basket aujourd'hui, qui représente un peu plus de 60% de ce qui est vendu en France, eh bien, la basket, c'est un produit réparable, c'est pas du tout un produit jetable. Il y a plein de choses à faire sur la basket. Donc ça, c'est des choses aussi que nous, on va devoir déconstruire à travers le fonds réparation. Aujourd'hui, le coût moyen d'un vêtement vendu en France, c'est 12,50 € et que le coût moyen d'une réparation, c'est 19 €. C'est aussi pour ça qu'il y a le bonus réparation, pour essayer de combler un peu ce gap. Comment fonctionne le bonus réparation ? Donc, le bonus, comme je vous le disais, il est donc financé par les éco-contributions des marques. Le principe est assez simple, c'est-à-dire qu'en tant que consommateur, on se met face à notre placard, on regarde les pulls et les chaussures qu'on laisse traîner depuis 3 ans parce qu'il y a un trou, il y a une semelle qui est décollée et qu'on les aime beaucoup, mais que voilà, on fait rien. Et bien là, on va faire quelque chose. Donc on va sur le site bonusréparation.fr qui en fait recense les 3 infos principales. Ça recense les réparations éligibles, donc il y en a 4 en textile, 5 en chaussures. On trouve les montants de bonus associés, donc ça va de 6 à 25 €. C'est cumulable, donc ça veut dire que si vous avez sur une veste un problème de manches décousues et de zip cassé, vous pouvez cumuler les 2 bonus. Et puis la 3e chose, c'est qu'on trouve la cartographie avec les réparateurs labellisés. Donc ça permet de se géolocaliser et puis de trouver le réparateur le plus proche de chez soi.
Donc après, on va chez son réparateur avec son pull, avec son trou. Le réparateur nous dit coucou, chez moi, une réparation de trou, c'est 12 €. Le bonus, c'est 7, donc il vous reste à payer 5 €. On paye 5 €, fin du jeu, et nous, Refashion, on rembourse le réparateur. Quelles sont les initiatives sur ce sujet ? Blandine Barré, qui a créé l'outil digital Les Réparables pour faciliter l'accès à la réparation. On est un service digitalisé qui permet de commander directement en ligne ces réparations. Donc le client peut voir le prix, est-ce que c'est faisable, et puis pouvoir envoyer un colis de réparation ou déposer dans un point partenaire ou déposer dans nos ateliers directement, suivant où il est situé géographiquement. Et en fait, tout ça, ça permet, si on n'a pas le temps, si on ne sait pas combien ça coûte, si on ne peut pas se déplacer ou autre, de tout de même pouvoir avoir ce service et effectivement de couvrir toutes les zones blanches où il n'y a pas de réparateur. Évidemment, si vous avez une retoucherie ou un couturier de quartier à côté de chez vous et que vous avez un problème, il faut y aller, c'est évident. On est plus là pour couvrir tous ceux qui n'ont pas accès. Les marques et les distributeurs s'emparent du sujet avec plusieurs enjeux. Pour en parler, Camille Courmont du groupe de travail Réparons la mode. Évidemment que l'apparition du bonus réparation, ça pousse tout le monde à adresser le sujet ou en tout cas à au moins s'en informer. Après, il y a quand même aussi une forte volonté d'un point de vue impact et RSE. Aujourd'hui, toutes les entreprises sont engagées dans l'allongement de la durée de vie des produits qu'ils peuvent produire et mettre sur le marché. Donc effectivement, la réparation, le bonus réparation fait partie des leviers sur lesquels ils peuvent agir pour répondre à ça. Donc finalement, il y a beaucoup de bon sens derrière ce sujet pour les uns et les autres. Le modèle économique de la réparation, on propose un service de réparation qui soit en interne, qui soit en externe, qui soit avec une plateforme de mise en relation. Ça peut être aussi de plutôt partir sur l'autoréparation, comment on accompagne nos consommateurs, nos clients vers la réparation eux-mêmes avec des ateliers de do-it-yourself, avec des vidéos, avec du contenu, des tutos. De la mercerie aussi, vendre des petits kits pour aider eux-mêmes à réparer. Donc il y a vraiment, en tout cas, c'est les deux grosses façons qu'on a identifiées d'avancer sur le sujet. Elsa Chassagnette pour Refashion. Donc aujourd'hui, il y a des marques, alors, elles ne font pas partie de ton groupe, mais il y a des gens comme Veja, par exemple, qui se posent la question de comment on massifie, comment on centralise un atelier avec plusieurs marques pour tout simplement pouvoir être rentable sur ces services-là. Blandine Barré, Les Réparables. Et puis donc pour les marques, on est une solution, leur SAV en fait externalisé de réparation. Donc autour de ça, il y a plusieurs solutions possibles, plusieurs offres possibles. Avec certaines, on va tout simplement être leur atelier externalisé. Donc la marque va gérer le service client, le fait de rassembler les produits et de nous les envoyer. Auquel cas, on peut travailler en marque blanche ou de manière visible en collab s'ils souhaitent être adossés au réparable. On peut aussi plugger notre solution qu'on peut mettre sur le site de la marque pour que leurs clients puissent commander directement la réparation et ensuite que ce soit envoyé vers nos ateliers. On fait également des événements autour de la réparation pour pouvoir sensibiliser et puis, on va dire, apporter de la pédagogie autour de la réparation directement au sein des points de vente. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que leur métier change à eux aussi. En fait, ils ne sont plus que metteurs sur le marché ou plus que distributeurs. Ils apportent désormais le service qui va avec le produit. Reste un sujet essentiel, une question. La logistique. Camille Courmont. C'est un vrai sujet parce que c'est d'un point de vue rentabilité, évidemment. Il y a quand même toute cette notion de prise en charge, de transport. Alors, soit ça s'imbrique dans une reverse logistique, c'est-à-dire que l'entreprise va s'appuyer sur ses propres flux logistiques et va être capable entre guillemets, de les optimiser pour faire remonter la réparation ou ce genre de choses. Soit elle va s'appuyer sur des partenaires ou sur des prestataires. Mais effectivement, c'est toute cette somme de coûts qui va définir si oui ou non le modèle est rentable pour le service est rentable pour l'entreprise. Donc, il y a à la fois ce sujet il faut proposer aux clients d'une façon ou d'une autre de la réparation. Ça fait partie, en tout cas, de la vision de bon nombre d'entreprises, mais aussi comment et à quel prix, parce que là, toutes s'entendent, en tout cas dans le groupe de travail, pour dire oui, on va adresser le sujet de la réparation.
oui, on ne veut pas forcément tirer de bénéfices dessus, mais par contre, ça doit être une opération au moins à zéro. Mais ce qui est intéressant pour les marques, c'est de calculer qu'est-ce que la réparation permet d'éviter en termes de coûts autres, à savoir donc les retours clients, la satisfaction, l'engagement client. Et en fait, tous ces coûts-là peuvent aussi s'annuler ou en tout cas se compléter. J'espère que ce 3e épisode exceptionnel au cœur des Fashion Green Days vous a plu. Si vous l'avez aimé, vous pouvez le partager autour de vous et nous le dire en nous laissant un commentaire ou une note sur Apple Podcast et Spotify. Pour la suite, je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour le dernier épisode sur la mode de demain.